Bonsoir, cher Tidiane. Rentrée des classes pour un ancien ministre de l'Éducation nationale, Khalidou Diallo, va à l'école. Bonsoir. Bonsoir, vous n'êtes pas dépaysé pour autant, puisque vous êtes professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'UCAD. Oui, à l'Université de Dakar. Et puis, j'ai même choisi d'avoir les premières années avec un groupe de 1500 étudiants. Ouais. Donc, encore des copies, encore des jeunes à encadrer. Bien sûr, des masters à encadrer encore. Donc, alors, oui. Actuellement, bien sûr, à l'université, on prépare la session d'octobre. Oui. La faculté de lettres, vraiment, a bien régularisé les choses. Nous sommes redevenus à la session normale. Le primaire et le secondaire ont repris les classes ce 9 octobre. Est-ce que vous êtes rassuré par cette année scolaire qui commence? Oui, je suis optimiste pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un dialogue social très vivant dans le secteur de l'éducation, et ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu des élections de représentativité qui ont permis l'État d'avoir des interlocuteurs crédibles avec qui il peut parler. Sur ces deux questions, je pense que je peux être optimiste. Oui, justement, des syndicats qui commence déjà à mettre des points de revendication sur la table, notamment l'indemnité de logement. Le ministre de l'Éducation a dit que ce ne sera pas possible cette année dans le budget 2018. Les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une vieille revendication. Oui. Parce que ça fait partie des revendications qui ont été à l'origine de cette fameuse grève de 5 mois, 2011-2012. Quand vous étiez ministre? Quand j'étais ministre de l'Éducation. Et nous avions fait des études de faisabilité. À l'époque, nous avions dit que c'était impossible d'aligner l'indemnité de logement des professeurs au même niveau que des autres fonctionnaires de même niveau. Parce que aussi les enseignants ont d'autres avantages que les autres fonctionnaires n'ont pas. Donc on ne peut pas faire un alignement automatique. Et je pense également que les enseignants sont victimes de leur nombre. Parce que 100 000 enseignants, donc chacun 5 000 par mois, c'est déjà 500 millions par mois. Et c'est vrai quand même qu'il y a quelque part quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'un professeur d'université titulaire a la même indemnité de logement qu'un instituteur débutant. 60 000 francs par mois. Oui, vous dites qu'ils sont victimes de leur nombre, mais oui. S'ils sont 100 000, ce n'est pas de leur faute. On a besoin d'eux aussi. Mais justement, j'ai dit que s'ils sont victimes de ça, ils ne doivent pas être victimes de cela. Oui. Mais c'est pourquoi je pense qu'il est tout à fait possible de réfléchir sur une possibilité de voir est-ce qu'il ne peut pas envisager une augmentation par niveau. Non seulement ça va discriminer, mais également ça va encourager ceux qui sont en bas à progresser, à avancer. Donner l'indemnité en fonction du niveau de diplôme, en fonction du grade. Et puis on va voir que le nombre de PS, par exemple, au niveau des professeurs, peut-être qu'il ne dépasse pas 2000. Alors le nombre de professeurs d'université dans l'ensemble des pays, c'est dans l'ordre de, je pense, 3000 à 4000. Vous voyez, et le nombre de PS, PM plutôt, même chose. Même au niveau des instituteurs, il y a des instituteurs adjoints, il y a des instituteurs titulaires. Donc, en le faisant progressivement, je pense qu'il est tout à fait possible de trouver une solution partielle
et puis un peu réduire les frustrations. Mais on peut également le faire en une année. C'est-à-dire on a toujours travaillé sur des années. Et si je prends l'indemnité d'enseignement, sous Mamadou Dia, c'était 20 000 francs par mois. C'était 20% plutôt du salaire. Bien, Abdou Diouf a dit, bon, ok, 25% en 89, 30% en 90. Bien, Abdoulaye Wade a porté cette indemnité progressivement en 4 ans de 30, 35 à 50%. Donc, vous voyez, sur les 50 ans, bien, on est passé à 30%. Donc, on peut progressivement également faire des projections sur plusieurs années. Oui. Est-ce que cette indemnité de logement, on peut l'inscrire dans le budget de cette année? C'est ce que réclament les syndicats d'enseignants. Dans le passé, on a eu à avoir des acquis et bien qui ont été rétroactifs. Vous savez ce qu'on appelle, c'est une question de rapport de force. Hein? Quelque chose qui n'est pas prévu dans le budget. D'ailleurs, dans le domaine syndical... Le budget n'est pas encore voté. Est-ce qu'on peut toujours inscrire ce point dans Je ne sais pas si on peut l'inscrire, la volonté politique, on peut le faire, mais ça va être très difficile. Mais je veux dire, à chaque fois qu'il y a une volonté politique qu'on négocie, parce que n'oubliez pas que les syndicats, ils font toujours avancer la législation. Parce que très souvent, c'est des choses qui n'existent pas, des décrets qui n'existent pas, des lois qui n'existent pas. On n'est pas des accords, on vote des lois. Donc ça fait possible, de mon point de vue, en discutant, en dialoguant, de même dire qu'on va l'inscrire dans le budget 2019. Mais il faut seulement s'ouvrir, parce que les enseignants demandent qu'on s'ouvre. Je pense qu'ils n'ont pas dit qu'il faut qu'on le fasse tout de suite. Mais ici, il n'y a pas de négociation, parce que le gouvernement s'était fixé sur une étude un peu sur les salaires, etc. Ça a été fait. Il y a eu une rencontre avec les syndicats, mais il n'y a pas encore de décision. Très bien. Les syndicats demandent quand même que cela soit inscrit dans le budget 2018. C'est leur revendication. C'est tout à fait normal, mais généralement, ils sont très raisonnables. Très bien. Le concept Ubbi Tey Jang Tey commence à s'installer dans les habitudes, mais parallèlement à ce défi, le plus gros défi pour l'école sénégalaise n'est-il pas d'enseigner et d'apprendre tous les jours, toute l'année? Oui, ça c'est vrai que le concept Ubbi Tey Jang Tey, il faut quand même donner à César ce qu'appartient. C'est le COSYDEP, c'est la COSYDEP plutôt, c'est important. Oui. Et dans nos pays, c'est très difficile parce que vous savez que dans les villages, les premiers jours, c'est le désherbage des écoles. Là où il y a des inondations, il faut faire un certain nombre de choses. C'est vrai que peut-être dans les villes, c'est possible, mais ce concept est très difficile de mettre en œuvre totalement dans nos pays. Mais c'est un effort quand même de le faire. Votre question, c'est, vous dites, c'est quoi? C'est d'enseigner et d'apprendre. Oui, mais c'est d'ailleurs la beauté de ça, d'être enseignant. C'est, on apprend toujours. En enseignant, on apprend, et c'est très intéressant d'apprendre dans la vie. C'est-à-dire d'abord d'être modeste, de savoir qu'on n'est pas tout, mais encore le fait d'apprendre à apprendre. D'ailleurs, actuellement, les méthodes modernes, il ne s'agit plus, disons, de mettre des connaissances à la disposition des élèves, mais que les enfants apprennent à apprendre. Il faut mettre des compétences au niveau des élèves. Et que leur année ne soit pas amputée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois de grève. Oui, c'est vrai, c'est des défis à relever, mais il faut tout de même reconnaître que cette année, il n'y a pas eu assez de grève. L'année dernière était très calme, mais bon, on a eu des examens c'est justement parce qu'il y avait des élections de représentativité. Oui, et des examens très catastrophiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai également qu'il n'y a pas de logique, stabilité et résultats aux examens. Il n'y avait pas de grève, mais les résultats de cette année sont moins bons que ceux de l'année de grève. Et ça s'explique. Marqué par la fraude, par des fuites. Oui, bien sûr, c'est important. Mais je veux dire que ce qui peut expliquer ça aussi, c'est qu'actuellement, avec le phénomène de l'Internet, des élèves qui ont comme professeur à la maison eh bien, leur propre ordinateur, c'est important. Mais également, on améliore beaucoup l'encadrement à domicile. Et puis, il y a beaucoup d'encadrement par groupe. Et tout cela améliore
la situation d'apprentissage de façon générale. Cela peut expliquer à peu près l'amélioration des résultats, même parfois quand il y a des grèves. Parce qu'il y a un problème, il y a une adaptation. Parce que les grèves sont tellement installées chez nous que finalement, les élèves, les parents et les enseignants se sont eux-mêmes adaptés aux grèves. Et vous voyez, beaucoup de professeurs vont en grève, mais ils continuent à encadrer l'après-midi leurs étudiants ou leurs élèves, mais bien sûr, moyennant quelque chose. Ouais. Mais l'essentiel, c'est que l'encadrement est toujours là. Ouais. Donc je pense que là encore, c'est vrai que c'est regrettable. Et il faut qu'on soit, comme dans beaucoup de pays, faire en sorte que d'avoir 1000 heures par an, quand c'est prévu 1000 heures par an, d'éviter les grèves intempestives. Et quand il y a des grèves, ne pas encourager ces grèves-là. Et bien sûr, il faut appliquer la réglementation en matière de grève. Yavuz Selim, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Des écoles fermées, il y a des négociations, une solution d'administration provisoire est envisagée. Il y a la fondation Marif, qui est la fondation désignée aujourd'hui par le gouvernement turc qui veut reprendre ces écoles. Vous avez eu à signer une contribution il y a quelques mois et il y a une solution que vous avez préconisée pour les téléspectateurs qui vous regardent. C'est quoi la solution Khalidou Diallo? Oui, d'accord. J'ai effectivement, il y a 6 mois, fait une tribune de réflexion et j'ai proposé à l'État du Sénégal à l'époque d'abord de laisser terminer l'année paisiblement pour les enfants, et ensuite permettre à la Fondation Marif d'ouvrir des écoles par ses propres moyens, avec ses propres bâtiments, tout en laissant Yavuz Selim continuer et dans 2-3 ans, évaluer les performances des uns et des autres et prendre une décision de façon souveraine. Une période de transition de 2 à 3 ans. Oui. Parce que ça, c'est rien pour la vie d'un État. Oui. Et de mon point de vue, c'est tout à fait possible. Et faire une évaluation, pourquoi faire après? Évaluation, c'est-à-dire quand on fait des enseignements, l'évaluation, c'est les résultats. Oui. On sait que Yavuz Selim a fait des résultats. On sait que Yavuz Selim mobilise les parents. Parce que Yavuz Selim, quand même, c'est une école avec un certain nombre de valeurs qui, à peu près, regroupe le concept école moderne et d'art moderne avec l'école traditionnelle. Vous savez, par exemple, il y a des régions comme Touba, comme Diourbel, comme Kaffrine et même Matam, où des parents n'amènent pas leurs élèves à l'école française parce que c'est un modèle d'école qui ne leur convient pas. Or, des champs d'école comme celui de Yavuz Selim les convient parfaitement. Voilà un type d'école qui a bien fonctionné en Turquie, et bien, qui fonctionne bien au Sénégal, mais seulement pour les fonctionnaires et les citoyens sénégalais moyens. Mais malheureusement, il faut avoir des moyens pour parvenir à instruire son élève à Yavuz Selim. Je pense, de mon point de vue, j'espère qu'on va trouver des solutions. En tout cas, dans l'histoire des écoles privées du Sénégal, je sais qu'il y a eu 2 exemples. Oui, très rapidement. Oui, 2 exemples. Il y a Madibso, une école privée des parcelles à unité 19, mais là, c'était une administration judiciaire. Malheureusement, qui n'a pas réussi, l'école a été fermée. Alors, il y a Asselar, qui était également une école privée, qui a été administrée par un inspecteur de renseignement à la retraite et qui a réussi. Mais je ne vois pas une école privée administrée par un fonctionnaire de l'État en activité. Vous n'êtes pas pour une administration provisoire par l'État de ces écoles Yavuz Selim? Je suis pour que l'État prenne, parce que l'État ne peut pas. Je suis d'abord, l'idéal pour moi, c'était de laisser Yavuz Selim fonctionner comme tel. Ne pas fermer les écoles. Ne pas fermer les écoles, parce que quand même, c'est 3000 élèves. C'est 3000 élèves, mais c'est X familles. Et je pense que l'éducation et les enfants n'ont pas de valeur, quels que soient d'ailleurs les intérêts économiques de la coopération avec les Turcs. Et je pense que la diplomatie sénégalaise, l'intelligence de la diplomatie sénégalaise, et notre pays va trouver des solutions par rapport à cette situation. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants et leurs parents puissent continuer leurs études là où ils le veulent, et également trouver une solution par rapport à la diplomatie avec les Turcs.
En tout cas, moi j'ai confiance oui. et par rapport à la diplomatie sénégalaise. Fermeture des écoles Gülen au Sénégal, un article du Monde en France, daté du 6 octobre. Comment Dakar a cédé aux pressions et aux pressions d'Erdogan. Cet article fait état d'un enjeu de 5 milliards, dont le tiers aurait été déjà versé par le gouvernement turc au gouvernement sénégalais. Est-ce que l'État du Sénégal n'a pas intérêt à clarifier cette affaire? Moi, j'ai vu les 7,5 millions de dollars oui. et les 2,5 millions de dollars déjà versés, oui. mais je n'ai pas la confirmation parce que l'État n'en a pas fait cas. Oui, l'État doit clarifier. Oui, franchement, question, et puis voilà, je pense que les Turcs ne peuvent pas acheter, de mon point de vue. Si les Turcs devaient racheter l'école, mais c'est racheter l'école à ceux qui sont des propriétaires privés de cette école, mais pas du tout à l'État. Je ne maîtrise pas en tout cas cette question, donc je n'ai pas donné de réponse précise par rapport à ça. Mais c'est assez gravissime de mon point de vue. D'où clarifier les choses. La gauche sénégalaise a-t-elle perdu son âme à l'épreuve du pouvoir? Votre réponse? Je pense que la gauche sénégalaise s'est adaptée parce que la gauche, de façon générale, au plan international, s'est démocratisée, s'est libéralisée. Et le libéralisme s'est socialisé, s'est démocratisé. Et il y a une rencontre des valeurs politiques et sociales qui trouvent que les gens peuvent gouverner ensemble. Et dans ce cadre, aussi bien les partis de gauche que les partis de droite, je pense qu'ils ont droit à être financés par l'État. Et sur le cas de Mamadou, je considère que les gens n'ont pas bien compris, je parle de mais quelqu'un qui dit que moi, je ne reçois pas de l'argent, moi-même pour être ministre, mais je suis prêt à recevoir de moyens pour le fonctionnement démocratique de mon parti, de mon institution. Je pense que pour moi, c'est plus important que le reste. Merci. Merci beaucoup. Khalidou Diallo, merci. Ancien ministre de l'Éducation, il est également professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur d'histoire moderne et contemporaine. Merci de nous avoir suivis ce soir. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.